Bonsoir à toutes et toutes et bienvenue pour une nouvelle édition de Épique Époque, le cycle de rencontres du Jardin des Sciences qui adresse des sujets d'actualité et des grands défis de société par les regards croisés de scientifiques et de professionnels de plusieurs disciplines. Ces rencontres sont enregistrées en direct de notre beau planétarium du Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg et seront rediffusées en podcast sur la chaîne YouTube du Jardin des Sciences après la rencontre. Les rencontres sont également illustrées en direct par Amina Bouagila, qui est en haut du planétarium. Elles sont organisées par Margot Zink, chargée d'action culturelle en territoire. Pour ma part, je m'appelle Eléa Eberlé, je suis médiatrice scientifique indépendante et j'aurai l'immense plaisir d'animer cette rencontre aujourd'hui. Ce soir, on parle d'un sujet qui nous concerne peut-être tous, une catégorie de maladies qui touchent le cerveau et comment on peut les traiter, les maladies neurocognitives. Et pour en parler ce soir, nous avons nos deux invités, Frédéric Blanc et Romain Goutani. Je vais vous demander du coup de vous présenter rapidement en quelques mots. Je commence ? Bien sûr, bien sûr. Bon, merci. Donc Romain Goutani, je suis directeur de recherche au CNRS et avec Damien Battaglia qui est dans la salle, on anime une équipe qui a la particularité de combiner des approches de physique des systèmes complexes et de la biologie, et on essaye de combiner ces deux approches pour essayer de comprendre un peu mieux comment marche le cerveau en conditions normales et aussi en conditions pathologiques. Et donc Frédéric Blanc, donc moi je suis professeur des universités praticien hospitalier en gériatrie. Je suis gériatre et neurologue de formation, donc je suis pour la partie hospitalière chef de service du service qui s'appelle le service de gérontologie mobile neuropsy recherche qui s'occupe de ces patients atteints de maladies neurocognitives. Et pour la partie universitaire, je suis rattaché au laboratoire ICUBE, qui est un laboratoire où on fait des recherches sur les bases neuronales de ces maladies. Merci beaucoup. Donc, ça promet d'être très intéressant ce soir. Si vous avez des questions, gardez-les en tête, puisque à la fin des interventions de ce soir, vous pourrez poser vos questions. On en prendra quelques-unes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps qui reste. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quel type de maladie on parle ce soir quand on parle de maladies neurocognitives ? Alors, les maladies neurocognitives, ce sont des maladies qui, en fait, arrivent avec l'âge. Et ces maladies arrivent avec l'âge dans un contexte un peu particulier, dans le sens où, dans ces maladies, vont s'accumuler des protéines du cerveau qui, normalement, ne s'accumulent pas. C'est-à-dire que, pour une raison qu'on ignore, ces protéines vont prendre des formes un peu particulières et ces formes un peu particulières vont être parfois toxiques pour le cerveau ou vont avoir des conséquences où le cerveau va moins bien fonctionner. Au début, ces protéines sont un tout petit peu accumulées juste à certains endroits et puis progressivement, elles vont se transmettre de proche en proche sur une partie du cerveau et tout ça se fait vraiment très progressivement sur plusieurs années. Ces maladies s'appellent pour les plus connues, la maladie d'Alzheimer, pour l'autre la maladie à corps de Lévy. La maladie d'Alzheimer, ça représente à peu près 1 million de personnes en France. La maladie à corps de Lévy, ça représente à peu près 250 000 patients en France. Et au total, toutes ces maladies neurocognitives, ça représente 1,5 million de personnes en France. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup de personnes et au bout du compte, il est assez fréquent qu'on ait dans ses proches l'une de ces maladies. Je vais commencer par vous parler de la maladie d'Alzheimer. Alors, j'avais souhaité afficher ces deux personnes en premier parce que c'était pour vous dire que finalement, la maladie d'Alzheimer, comme la maladie à corps de Lévy, c'est une maladie qui finalement peut toucher tout le monde. Il y a pas, c'est pas des gens plus que d'autres qui vont être touchés. Donc là, par exemple, vous avez deux acteurs connus, qui sont Annie Girardot et puis Jean-Pierre Mariel. Et eux, ils ont déclaré, ils ont expliqué qu'ils avaient cette maladie. Ils ont eu le courage aussi de le dire. Et je trouve que c'est assez beau de pouvoir le faire. Mais au-delà des acteurs, ça peut toucher aussi, vous voyez, un président. Ronald Reagan avait clairement lui aussi une maladie d'Alzheimer. C'est d'ailleurs pour ça qu'aux États-Unis, par la suite, il y a eu un grand plan sur la maladie d'Alzheimer, parce que le président des États-Unis, à l'époque, avait développé une maladie d'Alzheimer. Et puis vous avez d'autres acteurs. Il n'y a pas que les acteurs français. Vous pouvez avoir Peter Falk Colombo, qui lui-même a une maladie d'Alzheimer. Je ne vais pas faire la liste de tous les gens qui ont déclaré avoir une maladie d'Alzheimer, mais c'est pour vous dire que finalement, la maladie d'Alzheimer, ça peut toucher tout un chacun.
Alors, cette maladie, elle se déclare comment? Cliniquement, c'est-à-dire de quoi se plaignent les personnes qui viennent nous voir? Eh bien, en général, ils se plaignent de deux choses principales. Souvent, la première, c'est qu'ils trouvent que leur mémoire fonctionne moins bien. C'est-à-dire que au départ, ils ont l'impression qu'ils retiennent moins bien les choses. Et puis en parallèle, c'est assez fréquent, ils trouvent qu'ils ont plus de mal à s'orienter, par exemple pour aller d'un point à l'autre. Alors après, attention, nous sommes tous inégaux de base du point de vue de la mémoire, et nous sommes tous inégaux de base par rapport à notre orientation dans l'espace. Donc c'est plutôt quand on constate un changement, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a un changement, et là c'est souvent ce qui va faire que les patients viennent nous voir. Ce qui nous permet de diagnostiquer ces patients, c'est le fait qu'on objective les problèmes de mémoire. Ils ont authentiquement des problèmes de mémoire, on le montre, et c'est nos collègues neuropsychologues qui font ces évaluations pour montrer qu'il y a bien des troubles de la mémoire ou pas. Et puis, pareil pour l'orientation. Et on peut compléter ça par une IRM du cerveau, où on va voir que les zones qui permettent l'orientation et les zones qui permettent la mémoire, c'est-à-dire essentiellement les hippocampes, sont diminuées de volume. Ça, c'est le début de la maladie. Et puis, si vraiment on a un doute et qu'on ne sait pas trop, on peut compléter par une étude du liquide céphalorachidien, c'est-à-dire une ponction lombaire. On va récupérer du liquide dans lequel le cerveau baigne. Et ce liquide dans lequel le cerveau baigne va contenir des protéines, soit en trop grande quantité, soit en quantité insuffisante. Pour l'un, c'est les protéines amyloïdes qui, là, sont diminuées. Et pour l'autre, c'est la protéine Tau qui, elle, est augmentée. Et à partir de là, on peut effectivement poser un diagnostic. Voilà. Il faut savoir que dans la maladie d'Alzheimer, il y a des formes plus rares et qui touchent plus volontiers, cette fois-ci, des gens plus jeunes. La maladie d'Alzheimer dont je vous parle, elle va plutôt toucher des gens de plus de 80 ans. Mais malheureusement, il peut y avoir des patients âgés de moins de 65 ans qui peuvent développer une maladie d'Alzheimer. Et quand ces patients développent une maladie d'Alzheimer avant 65 ans, ils ont des formes plus rares, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas les hippocampes et qui vont donner plutôt d'autres types de symptômes. Voilà pour l'essentiel sur la maladie d'Alzheimer. Alors après, il y a cette maladie à corps de Lévy, et cette maladie à corps de Lévy, c'est une maladie assez particulière qui, comme la maladie d'Alzheimer, va être liée à l'accumulation de protéines anormales. Je vous ai dit à l'instant que dans la maladie d'Alzheimer, il y avait une accumulation de protéines amyloïdes. Ça, c'est à l'extérieur des neurones. À l'intérieur des neurones, il va y avoir une accumulation de protéines Tau. Et bien un peu en miroir, dans la maladie à corps de Lévy, à l'intérieur des neurones, il va y avoir l'accumulation d'une protéine qu'on appelle la synucléine, qui va former les corps de Lévy. Et à l'extérieur des neurones, on va avoir aussi, chez certains patients, l'apparition de ces plaques amyloïdes. Donc déjà, la maladie d'Alzheimer et la maladie à corps de Lévy peut avoir des choses communes, l'accumulation de ces protéines à l'intérieur et à l'extérieur des neurones. Mais les symptômes vont être, eux, un peu différents. C'est-à-dire, autant la maladie d'Alzheimer ne va donner que, au premier plan, souvent des problèmes de mémoire, autant dans la maladie à corps de Lévy, eh bien, on va avoir des choses un peu particulières et qu'on n'aura pas chez tous les patients. On va avoir effectivement parfois des problèmes de mémoire, parfois des problèmes de concentration, mais on aura aussi des choses comme ça. J'ai voulu mettre cette photo, alors je ne connais pas cette dame, je l'ai prise sur Internet, elle n'a pas de maladie à corps de Lévy, ou enfin, j'en sais rien, mais le fait est que vous voyez qu'elle a ce regard un peu perdu, un peu fixe, et ça, c'est ce qu'on appelle des fluctuations cognitives. C'est-à-dire que les patients atteints de maladie à corps de Lévy ont des moments où ils sont moins bien concentrés. C'est ce qu'on appelle les fluctuations cognitives. Et puis, parfois, les patients atteints de maladie à corps de Lévy n'ont pas des fluctuations cognitives, mais ils ont des fluctuations de vigilance. C'est-à-dire, il y a des moments où ils s'endorment, alors que ce n'est pas l'heure de s'endormir. Alors, on a le droit de faire sa sieste. Mais vous avez parfois des patients qui se lèvent à 7 h du matin, prennent leur petit déjeuner à 7 h 30, se recouchent à 8 h et puis vont dormir 2 heures. Vous voyez, et ça, c'est pas normal. Et ça, vous l'avez volontiers dans la maladie à corps de Lévy. Dans la maladie à corps de Lévy, et pour d'autres patients, ou pour les mêmes patients, vous allez avoir des patients qui vont voir des choses qui n'existent pas. Alors, par exemple, ce chat là qui apparaît, en fait, ce chat n'existe pas, c'est une hallucination. Les patients peuvent le dire ou ne pas le dire, mais en tout cas, ils le vivent. Et avant de vivre
ces hallucinations visuelles, ils peuvent avoir ce qu'on appelle des sensations de passage, des sensations de présence, c'est-à-dire des pré-hallucinations, c'est-à-dire des moments, la sensation de passage, c'est l'impression de voir passer quelque chose sur le côté, alors qu'authentiquement, il n'y a rien. Attention, on peut voir passer les choses sur le côté parce qu'il y a quelque chose qui passe sur le côté. Ou des sensations de présence, pas dans un contexte où on a peur, hein, parce que quand on a peur, on peut avoir des sensations de présence, mais dans un contexte où il ne se passe rien, on dit, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce alors qu'il n'y a personne. Voilà, des sensations de présence que vous voyez là, cette dame qui a sur son canapé quelqu'un à côté d'elle, mais en fait il n'y a personne. Ou alors ce monsieur qui voit passer cette ombre sur le côté, et en fait il n'y a pas d'ombre qui est passée sur le côté. Vous pouvez avoir aussi des illusions visuelles, c'est-à-dire qu'on voit ce monsieur qui voit la veste accrochée, mais en fait il voit quelqu'un à l'intérieur de la veste, c'est comme s'il y avait quelqu'un dans la veste, mais en fait il n'y a personne, c'est une illusion visuelle. Et alors, dans la maladie à corps de Lévy, donc certains ont des fluctuations, d'autres ont des hallucinations, et puis d'autres ont ce qu'on appelle des troubles du comportement sommeil-paradoxal. Et vous voyez ce jeune homme qui est en train de jouer au foot dans son lit, mais en fait, il n'y a pas de match de foot, là, évidemment, vous l'avez compris, il est en train de rêver, il rêve du foot, et normalement, quand on rêve, on est paralysé, hein, on ne bouge pas, c'est naturel, c'est fait comme ça pour tout le monde. Eh bien, chez certains patients atteints de maladie à corps de Lévy, ils vont se mettre à bouger. Alors, par exemple, si c'est un ancien boulanger, il se met à pétrir la pâte, vous voyez, pendant qu'il dort, alors qu'il est en train de rêver qu'il pétrit de la pâte, mais en fait, il ne devrait pas bouger. C'est ce qu'on appelle des modifications du comportement sommeil-paradoxal. On se met à vivre ses rêves, ce qui n'est pas tout à fait normal. Cette maladie à corps de Lévy, c'est une maladie qui a plusieurs types de symptômes. Et donc, pour en faire le diagnostic, c'est d'abord essentiellement, le médecin va d'abord interroger sur tous ces symptômes. Et c'est à partir des symptômes qu'il pourra poser un diagnostic. À l'IRM cérébral, contrairement à la maladie d'Alzheimer, il ne verra pas de diminution de volume des hippocampes, mais il pourra avoir une diminution de volume d'une autre zone du cerveau qu'on appelle l'insula. Insula, en latin voulant dire l'îlot, parce que c'est une sorte d'îlot à l'intérieur du cerveau qui est isolé du reste du cerveau, qui est très en profondeur. Et au-delà de ça, eh bien, comme dans la maladie d'Alzheimer, on peut faire une ponction lombaire et rechercher les corps de Lévy, c'est-à-dire avec de la synucléine anormale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, on en est très fiers puisqu'on a mis ça en place à Strasbourg cette année et on est les premiers avec nos collègues de Montpellier et de Lyon à le faire en France. Donc on peut diagnostiquer désormais un peu plus facilement la maladie à corps de Lévy grâce à la ponction lombaire. Alors, ces deux maladies sont des maladies neurocognitives. Pour autant, elles ne sont pas tout à fait pareilles en termes d'évolution. Pourquoi elles ne sont pas tout à fait pareilles en termes d'évolution? Parce que autant la maladie d'Alzheimer, très tôt, malheureusement, va vraiment attaquer les neurones et donc certains neurones vont disparaître. Autant dans la maladie à corps de Lévy, très tôt, bien les neurones ne disparaîtront pas. C'est-à-dire que les neurones vont rester toujours là. Ils auront plus de mal à fonctionner. Ils fonctionneront peut-être un peu moins bien, mais ils ne vont pas disparaître. Si bien que leur évolution, là c'est un comparatif des évolutions au début de la maladie, à la fois dans la maladie Alzheimer et dans la maladie à corps de Lévy, leur évolution dans cette étude qu'on a fait, qui est une étude nationale qui s'appelle l'étude Memento, vous l'avez là. En vert, vous voyez cette courbe très plate, donc il y a cette courbe verte qui ne bouge pas pendant 5 ans. Pendant 5 ans, en fait, ça n'évolue pas. On est au tout début de la maladie, c'est-à-dire à un moment où il y a simplement les patients ont soit juste une plainte, mais ils n'ont aucun trouble cognitif, pas de problème de mémoire, pas de problème de concentration, ou alors ils ont des tout petits troubles, mais on a du mal à les repérer. Eh bien, on voit cette courbe verte en haut, si mon pointeur marche, ouais, on ne le voit pas très bien, mais cette courbe verte quasiment plate et qui est quasiment identique à la courbe noire qui elle-même est juste au-dessus. Donc après 5 ans d'évolution, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu d'évolution claire. Par contre, la courbe jaune, la courbe rouge, au bout de 5 ans, ça c'est la maladie d'Alzheimer. Eh bien, dans la maladie d'Alzheimer, vous avez une petite baisse au tout début. Cette baisse est infime, mais elle est quand même là au tout début de la maladie. Ensuite, vous avez à des stades un tout petit peu plus évolués, c'est-à-dire quand on est à un stade de troubles cognitifs légers ou de maladie d'Alzheimer légère ou de maladie à corps de Lévy légère. Là, vous regardez la courbe qui est la courbe orange.
Donc la courbe orange, qui est la troisième courbe en partant du haut, eh bien, cette courbe orange, elle baisse un peu au bout de 8 ans. Donc vous voyez que là, la pente est un petit peu plus évoluée, mais ça n'a pas beaucoup baissé. Donc finalement, déjà 5 plus 8 ans, vous voyez 13 ans où ça n'a quasiment pas évolué. Ça, c'est la maladie à corps de Lévy. Tandis que la maladie d'Alzheimer, courbe bleue, hein, donc bleu foncé, celle qui baisse franchement au bout de 8 ans, vous voyez que malheureusement, ça a évolué. Hein, parce que c'est une maladie plus destructrice. Tandis que la maladie à corps de Lévy, c'est une maladie plus fonctionnelle, c'est-à-dire ça fonctionne un peu moins bien, et donc ça se maintient, sans doute aussi grâce au traitement qu'on donne aux patients. Et finalement, lorsqu'on est encore à des stades un petit peu plus évolués, eh bien, on se rend compte que la maladie d'Alzheimer, courbe noire ici, c'est-à-dire baisse, on voit une baisse de la maladie d'Alzheimer sur 12 ans, et la maladie à corps de Lévy, courbe rouge, baisse aussi, on voit à peu près la même baisse, elle n'est pas différente pour la courbe rouge et la courbe noire, c'est-à-dire que ça baisse bien sur 12 ans à des stades de légère à modéré. Je vous ai montré donc des évolutions au tout début, ce qu'on appelle des stades prodromaux, puis après la deuxième diapositive, c'était des stades prodromal à léger, et puis là c'est un stade léger à modéré, et on voit que donc finalement dans la maladie à corps de Lévy, ça va être stable assez longtemps, pendant au moins 13 ans. Au moins 13 ans, moi mon expérience c'est plus de 15 ans. Et puis après, ça n'est que dans un deuxième temps que ça va franchement baisser. Tandis que dans la maladie d'Alzheimer, malheureusement, ça baisse d'emblée et ça va baisser de plus en plus au cours du temps. Et au bout du compte, on arrivera à des stades malheureusement sévères. Je finirai par vous dire que dans la maladie d'Alzheimer et dans la maladie à corps de Lévy, voilà, il y a cette évolution différente. Mais quand les deux maladies s'associent, parce que malheureusement ces deux maladies peuvent s'associer, eh bien à ce moment-là, il y a une accélération du processus et à ce moment-là, c'est la courbe en pointillé que vous voyez là. Finalement, ça va 2,5 fois plus vite, hein, c'est-à-dire que la pente est beaucoup plus importante en termes d'évolution cognitive. On voit qu'on part d'un niveau 22-23 et qu'on arrive en dessous de 10 au bout de 4 ans, c'est-à-dire que, alors qu'il faudra 10 ans pour arriver en dessous de 10, c'est-à-dire à un stade plus sévère, si on a juste une des deux maladies. Voilà, donc les choses à retenir, je pense, c'est que c'est quand même deux maladies différentes, avec des symptômes différents, et puis une maladie qui va évoluer beaucoup plus doucement, qui est la maladie à corps de Lévy, une maladie qui va évoluer malheureusement plus rapidement, qui est la maladie d'Alzheimer, et au bout du compte, il nous faudra un jour avoir d'autres traitements que nous avons actuellement pour pouvoir vraiment stopper l'évolution de ces maladies, ce que malheureusement nous n'avons pas encore actuellement, mais la recherche est active. Je me permets juste une question à ce stade sur les graphiques qu'on vient de voir, juste pour que tout le monde comprenne. Qu'est-ce qu'on mesure là dans le déclin exactement ? Alors, ce qu'on mesure dans le déclin, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le MMSE, c'est-à-dire le Mini Mental Test, et ça correspond au fonctionnement cognitif global, donc c'est-à-dire la mémoire, la concentration, l'organisation, l'orientation. C'est un test qui fait le mix de tout ça et qui nous permet d'avoir une évaluation un peu globale. Donc, ça représente à peu près la maladie, on va dire, dans sa plus grande partie. Voilà. Et ça nous donne une bonne idée de ce qui se passe en termes d'évolution sur plusieurs années. Donc là, d'une certaine manière, je vous ai montré l'évolution sur 5, plus 8, plus 12 ans, donc 25 ans. Et on voit que sur 25 ans, il y en a une qui évolue pas tellement au début, puis après qui évolue un peu plus franchement, et puis l'autre qui va évoluer d'emblée et dont la pente va être un peu plus franche à la fin aussi. Okay. Sur ces deux maladies, j'ai l'intuition, vous me direz si c'est vrai, mais que plus on détecte ces maladies précocement et plus on a des chances que ça se prolonge dans le temps. Là, c'est des maladies qui ont des évolutions sur du très long terme. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement comme méthode de repérage, de détection de ces maladies ? Alors, c'est ce que je vous disais, c'est d'abord la clinique, hein, c'est-à-dire pour l'un, surtout des problèmes de mémoire et d'orientation, pour l'autre, chercher les autres symptômes que sont les fluctuations de vigilance, hein, les patients qui s'endorment, les fluctuations cognitives, des moments où ils sont un peu ailleurs, les hallucinations visuelles et puis aussi les troubles du comportement sommeil paradoxal, le fait de vivre ses rêves. Et ça, c'est la maladie à corps de Lévy. Et ça, c'est avant tout la clinique le plus important. Et c'est ensuite, à partir de la clinique, qu'on va compléter. Et
par l'IRM cérébral qui nous donnera des petites indications, mais qui ne seront pas franches. Et puis, si vraiment le clinicien a du mal, parce que c'est compliqué, eh bien avec la ponction lombaire, où on va mesurer ces protéines anormales, qui sont la caractéristique de ces maladies dès le départ, puisque ce que j'ai expliqué au début, c'est que les protéines s'installent finalement très tôt. En réalité, ces protéines s'installent et s'accumulent sans doute 15 ans avant les tout premiers symptômes. Et on va dire, quand on est franchement dans la maladie, c'est au moins 20 ans avant. Vous voyez, donc c'est un processus très lent et qui a elle-même des maladies qui vont évoluer encore au moins 10 à 15 ans, parfois 20 ans. Donc c'est des maladies qui peuvent durer 40 ans, 30 ans et qui commencent très tôt et qui finalement, au début, ne donnent rien. C'est-à-dire il n'y a absolument aucun symptôme. Ok, merci. Donc là, on a bien vu ce qui se passait chez l'humain et dans la clinique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du coup de ce qui se passe en amont, en recherche? De ce qu'on fait en recherche. Ouais. Alors oui, alors ça va pas être facile de passer après Frédéric en fait, parce que bon, il voit des vrais patients. Forcément, c'est beaucoup plus crédible. Nous, on va rentrer dans quelque chose qui risque d'être un tout petit peu plus conceptuel. Donc, je vais essayer de vous emmener vers là où on pense être. En fait, tout ce que vous a présenté Frédéric, en fait, c'est irréfutable. Il voit des patients, il les voit évoluer. C'est compliqué d'aller contre ça. L'un des trucs où, en recherche fondamentale, on se pose des questions différentes, c'est comme vous l'a très bien dit Frédéric, l'une des idées principales qu'on a en tout cas pour expliquer en partie les pathologies, et moi je vais vous parler particulièrement d'Alzheimer, c'est ces protéines qui sont mal formées, qui s'accumuleraient dans le cerveau. Et en fait, ça a orienté beaucoup des recherches qu'on a fait ces 20 dernières années en préclinique. Donc nous, dans nos laboratoires, on s'est très focalisé ces même 30 dernières années sur essayer soit de réparer ces protéines qui sont mal formées, soit de les enlever, soit... voilà, on s'est vraiment focalisé là-dessus. Et en fait, il y a quand même quelques études qui montrent que ces protéines, on peut en avoir plein, des protéines mal formées dans le cerveau, et pas être Alzheimer. Ça pose quand même quelques questions de savoir est-ce qu'en fait ces protéines elles seraient complètement à elles seules, directement responsables des pathologies et des troubles de la mémoire la plupart du temps qui y sont associés. Et en fait, c'était un peu compliqué d'arriver à faire le tri de tout ça. Et nous, on a décidé d'essayer de partir d'un point de vue complètement différent. La question qu'on s'est posée, c'est à quoi ça sert un cerveau, en fait? Ça peut paraître bête comme question, hein, mais en fait, elle n'est pas si facile, cette question. À quoi ça sert un cerveau? Alors nous, je pense, ce qui serait bien, c'est qu'on essaye de se mettre d'accord au moins là-dessus, comme point de départ. Nous, on pense qu'un cerveau, ça sert à plein de choses, mais en particulier à traiter de l'information. À traiter plein d'informations. On est bombardé en permanence de tonnes d'informations qu'on doit gérer, qu'on doit classifier, qu'on doit ranger, qu'on doit retenir ou pas. Donc nous, on pense que le rôle du cerveau, c'est de gérer de l'information. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on arrive à mettre des chiffres là-dessus, en fait? Comment est-ce qu'on arrive à mettre une valeur? Parce qu'on est quand même scientifique. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des stats à la fin, pour essayer quand même d'avoir des résultats qui veulent dire quelque chose. Comment est-ce qu'on fait pour mettre des chiffres sur le traitement de l'information? Alors pour ça, vous avez une photo qui s'est affichée ici. C'est Alan Turing. Alors vous avez tous dû en entendre parler. Vous avez, j'imagine, vu le film en partie. Vous savez qu'il a craqué le code Enigma. Mais en fait, Alan Turing, c'est un peu plus que ça. Il a proposé quelque chose que vous voyez ici, qui s'appelle la machine de Turing. Et la machine de Turing, en fait, c'est une machine qui est censée pouvoir résoudre tous les problèmes calculables. Voilà, c'est un postulat de base de Turing. Et en fait, cette machine, elle est extrêmement simple à première vue. Elle est composée juste de 3 parties. Il y a un petit stylet, alors que vous ne voyez pas, qui va pouvoir écrire, ou effacer. Il y a un ruban. Et la dernière partie qui est importante, c'est la machine est dans un état. Et en fait, pour fonctionner, c'est très simple. La machine, elle dit, je suis dans un état A, je vais lire sur le ruban un symbole, et voilà quelle action je dois faire. Je bouge, du coup je change d'état, je relis quelque chose. En fonction de l'état où je suis, je dois soit écrire, soit effacer, soit bouger, et je continue, et je continue, et je continue, et à la fin, j'arrive à une solution. Alors, bon, ça paraît quand même d'être assez loin d'un cerveau.
On est bien d'accord. Le stylet, le petit stylo dans le cerveau, nous, on ne sait pas ce que c'est. Très honnêtement, ça doit être les neurones en partie, ça doit être quelque chose comme ça, mais on ne sait pas trop. Le ruban, c'est pas non plus ce que c'est, en fait, vraiment. Par contre, il y a un truc qu'on peut se dire, c'est que pour traiter de l'information, pour faire ce qu'on appelle en anglais de la computation, ce qu'il faut, c'est que cette machine, elle change d'état de manière organisée. Et donc nous, c'est ce qu'on a voulu essayer d'aller voir. J'espère que vous me suivez. C'est bon ? Vous êtes tous encore là ? Je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais c'est l'idée. Donc nous, ce qu'on a essayé d'aller chercher, c'est comment est-ce qu'on pourrait aller objectiver ces changements d'état du cerveau. Pas simple, hein ? Alors pour ça, nous, on utilise un modèle murin. Donc en fait, on utilise des petites souris qui sont des souris qui sont génétiquement modifiées. Et en fait, elles sont génétiquement modifiées pour exprimer ces protéines pathologiques dont Frédéric vous a parlé tout à l'heure. Et en fait, l'avantage de ça, c'est qu'on sait qu'elles vont développer une pathologie qui va ressembler à la maladie d'Alzheimer, puisque les pauvres, on les a modifiés génétiquement pour ça. Et en fait, on peut aller du coup les étudier très tôt, avant qu'elles aient des troubles de mémoire. Et essayer d'aller voir, est-ce que dans les phases très précoces de la pathologie, sur un modèle murin, donc là, normalement, vous étiez voir une super belle photo de souris, mais vous la verrez juste après. Nous appelons la photo de souris, nous l'invoquons. Voilà, c'est ça, notre petite souris, qui font des tâches de mémoire, en fait. Mais on les a génétiquement modifiées pour avoir la pathologie. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'électroencéphalographie. Ouais. Et bien, en fait, on peut faire pareil chez la souris. On peut faire l'équivalent de l'électroencéphalographie. Et quand on fait ça, juste la dia d'après, s'il vous plaît. Voilà. Quand on fait ça chez l'homme, en fait, ça a l'air très compliqué, mais en fait, il y a des états qu'on arrive à mettre en évidence et qui reviennent. Chez l'homme, c'était très très bien décrit, on appelle ça des micro-états. Donc ici, il y en a 4. Et ça, c'est les micro-états que vous voyez chez notre souris. Donc vous voyez que ce n'est pas vraiment la même forme de crâne, parce que bon, nos souris ont un crâne qui est plus allongé que les hommes. Mais en fait, on voit qu'on a à peu près la même idée. On a des fluctuations d'activité cérébrale qui ne sont pas aléatoires et qui, en théorie, sont censées être organisées dans le temps. Et donc nous, ce qu'on a voulu regarder très très tôt, c'est de savoir c'est quoi la dynamique ? Comment est-ce que ces différents états, ils s'alternent au cours du temps pendant que nos animaux font des tâches de mémoire ? Alors là, je pourrais vous montrer des graphiques hyper compliqués, avec plein de points, avec des trucs d'une complexité dingue. Et en fait, on s'est dit que c'était pas hyper facile à transmettre. Donc avec Démian, donc, qui est là, qui est dans la salle, et notre étudiant en thèse, Mathieu, en fait, on s'est dit qu'un moyen simple de comprendre la dynamique, c'était d'essayer d'écouter la mélodie du cerveau. Et donc, en fait, on a associé chaque micro-état de notre souris à un accord de musique. Là, vous êtes censé entendre, vous allez entendre 4 petits accords. Ça, c'est quand le cerveau est comme ça. Deuxième accord. C'est quand le cerveau est exactement dans cette configuration. Troisième accord. Et le quatrième, qui devrait arriver. Voilà. Donc vous avez entendu les 4 accords qui correspondent à nos 4 micro-états. Et maintenant, l'idée, c'est comment ça sonne. C'est quoi la dynamique du cerveau? Là, je vais vous présenter, enfin, vous allez écouter, en fait, la dynamique du cerveau d'une souris tout à fait saine qui fait une tâche de mémoire. Ça dure pas très longtemps, rassurez-vous, hein. Mais et on doit être quasiment à la fin. Elle est plus longue que ce que je pensais. C'est une souris qui attend dans un ascenseur. On va l'arrêter.
Ben, vous avez entendu, il y a une mélodie. On est d'accord? En fait, même sans comprendre exactement ce que c'est que la dynamique cérébrale, on se rend compte que ça change, ça évolue, ça n'a pas l'air aléatoire, on a eu l'impression d'entendre un rythme. La preuve, il y en a, certains ont voulu même commencer à danser. Il y a quelque chose qu'on arrive à comprendre. OK? Et donc ça, c'est ce qu'on pense être, enfin c'est pas ce qu'on pense, c'est on a associé ça à une dynamique cérébrale normale. Le cerveau, il est flexible, c'est dynamique, ça change d'état, c'est organisé. Et on s'est demandé à quoi pouvait ressembler la mélodie d'une souris qui n'a pas encore les symptômes avec les protéines anormales qui sont surexprimées, mais qui commence à avoir des tout petits troubles de mémoire. Mais officiellement, elle ne serait pas Alzheimer, cette souris, parce qu'elle n'a pas les bons marqueurs histopathologiques. Si on peut écouter la deuxième mélodie, ça a l'air pas mal. Vous avez entendu la différence? On dirait que le disque il est rayé. Je ne sais pas si vous avez vu, à un moment, on a tout le temps la même note qui s'enchaîne. C'est comme si cette dynamique-là, ça ne marchait plus. Il y a quelque chose qui faisait que ça bloquait. Et donc nous, on pense, dans l'équipe, que d'aller regarder ces dynamiques cérébrales, ça permettrait peut-être de déterminer un peu plus tôt, ou de caractériser, ou d'avoir un marqueur de plus. Évidemment, on ne remplacera jamais la clinique, hein, mais pourquoi pas d'objectiver quelque chose. Et je vais terminer sur un dernier truc, en fait. Si vraiment on pense que la dynamique cérébrale, ça peut peut-être être important, ou ça peut expliquer, en partie, une partie des symptômes cognitifs de nos animaux. Du coup, on s'est posé une question assez simple. Qu'est-ce qui se passe si on essaye de restaurer cette dynamique cérébrale? On est d'accord. En théorie, si on arrive à la restaurer, qu'en est-il de nos troubles cognitifs? Alors pour faire ça, on a utilisé quelque chose de très très bête. Vous allez voir une toute petite vidéo, normalement, quelque part, je ne sais pas où. C'est ça. En fait, on a juste mis nos souris devant de la lumière qui clignote. C'est tout. Un ruban de LED, une lumière qui clignote à 40 Hz. Et on les a mis 1 heure par jour devant cette petite lumière pendant 15 jours. Et après, on est allé réécouter la mélodie du cerveau de ces animaux. Et là, vous allez réentendre la mélodie de la même souris qu'avant. C'est la même. Sauf qu'elle a fait 15 jours de petite stimulation visuelle. Si on peut avoir la dernière petite musique. Là, c'est cool. Et en fait, on a restauré une dynamique corticale. Alors, c'est pas encore exactement parfait, mais on a quand même beaucoup moins cette impression de disque rayé. On est tous d'accord? Vous l'avez entendu? Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, on a restauré les problèmes cognitifs de nos souris aussi en faisant ça. Elles avaient des tout petits troubles de la mémoire très subtils. Et juste avec ces stimulations visuelles, on a réussi à restaurer les troubles de la mémoire. Je ne dis pas qu'on va soigner Alzheimer en regardant tous les lumières qui clignotent. Hein. C'est absolument pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que peut-être que d'essayer de voir le fonctionnement du cerveau un peu différemment, de prendre un pas de recul, de peut-être pas se focaliser 100% sur la structure, mais de regarder la dynamique et d'essayer de trouver des moyens de modifier cette dynamique cérébrale. Et je pense qu'on en reparlera un tout petit peu après avec Frédéric sur les facteurs protecteurs, où on pense que c'est à peu près tout à fait relié, pourrait peut-être être bénéfique. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire ce soir. Alors, sans que ça prenne 10 minutes, mais comment vous en êtes arrivé à cette idée de Alors, c'est pas tout à fait la nôtre. vibration lumineuse. On va pas vous mentir. C'est pas tout à fait nous. On l'a un peu volé. Enfin, on l'a pas volé, on l'a adapté. En fait, ça vient du MIT. C'est une équipe au MIT qui avait démontré ça, mais qui l'avait utilisé
toujours dans ce cadre conceptuel des protéines qui sont mal formées, qui ont des problèmes de conformation. Et leur idée, c'était, si on entraîne le cerveau à une fréquence très spécifique, on va arriver à diminuer ces protéines mal formées. Nous, en fait, on les a utilisées chez des souris où il n'y a même pas encore ces protéines mal formées. On n'arrive même pas à les détecter. Donc, on a juste adapté cette idée en se disant que si la dynamique cérébrale est altérée, quoi de mieux qu'essayer de la driver, en fait, de l'entraîner par des stimulations externes. Et donc, ça marche très bien avec la lumière, ça marche bien avec la musique aussi, l'audition. Et donc, tout ce qui est sensoriel, en fait, c'est tout ce qui est stimulation sensorielle rythmique. Ça, on le sait depuis une cinquantaine d'années que ça drive l'activité corticale. Alors, on a vu des choses très très concrètes sur la clinique, les humains. On a vu des choses très très concrètes aussi, mais cette fois-ci sur des souris. Et là, on voit bien le monde qu'il y a entre la recherche fondamentale et puis la recherche clinique, le soin clinique appliqué directement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ces deux domaines se rencontrent? C'est où vos synergies? Qu'est-ce que vous apportez mutuellement dans vos deux univers? Alors, je crois que s'il n'y avait pas la recherche fondamentale, il n'y aurait pas de recherche clinique. Hein, c'est-à-dire que je crois qu'il y a un ordre qui me semble important, c'est que souvent la recherche fondamentale va apporter à la recherche clinique, mais je pense aussi que la recherche clinique va apporter à la recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'il y a cette sorte d'interaction, et cette interaction, elle existe déjà entre nos équipes, on pourra en reparler tout à l'heure, mais au bout du compte, finalement, la recherche fondamentale peut trouver une excellente idée, puis on essaie de l'appliquer à la recherche clinique, et parfois ça marche pas. Et inversement, la recherche clinique trouve quelque chose, mais il n'en est pas sûr, donc c'est validé ou pas validé par la recherche fondamentale. Et je crois que c'est indispensable. Cette interaction-là, c'est au bout du compte le moyen de progresser pour lutter contre les maladies dont on parle, mais aussi d'autres maladies diverses et variées. Oui, en fait, nous, on travaille quand même on travaille chez la souris. Donc, c'est bien, hein, on trouve des choses qui sont a priori hyper intéressantes, qui sont très intrigantes en tout cas, mais à un moment, il faut aussi qu'on se confronte à la réalité de vrais patients. Donc, et pour ça, on a besoin de collaborer avec les services médicaux pour avoir des enregistrements EEG, par exemple, de patients, pour essayer de voir si nos métriques, elles marchent ou pas. Donc, pour nous, c'est indispensable, en fait, ce back and forth entre les médecins et les chercheurs pour essayer de ne pas partir n'importe où. On peut vite rester un peu enfermé dans un laboratoire, en fait. Et puis finalement, là, on le sait tous les deux, mais c'est important qu'on le dise, c'est-à-dire votre idée sur finalement cette musique du cerveau. Là, il y a des EEG qu'on a enregistrés chez nos patients, et puis des membres de ton équipe vont analyser ces électroencéphalogrammes. Donc, au bout du compte, on va voir si ce qu'on trouve chez la souris, on le trouve aussi chez l'être humain, et puis dans quelle maladie. Est-ce que finalement, vous l'avez trouvé dans la maladie d'Alzheimer, en tout cas un modèle animal de maladie d'Alzheimer? Est-ce qu'on va retrouver la même chose vraiment dans la maladie d'Alzheimer, ou est-ce qu'on le retrouverait plutôt dans la maladie à Cordes-Lévy, ou alors ni l'un ni l'autre? Ou les deux. Ça qui va être... Est-ce que c'est vraiment discriminant? Par exemple, moi, je pense que ce qu'on voit, c'est un reflet de l'altération du fonctionnement cérébral, et que du coup, ça remplacera jamais un examen clinique. Absolument jamais. Par contre, peut-être que ça peut aider, aiguiller, apporter d'autres perspectives, mais ça ne remplacera pas un examen clinique, quoi qu'il arrive. Effectivement. Donc là, c'est recherche en cours et on aura les résultats bientôt. Alors là, ça dépend pas de nous. Il faut voir avec Démian qui est là-haut. On te voit, Démian. Il y a eu un financement qu'ils ont obtenu. Donc déjà, ça c'est bien. Donc la recherche va se faire, je pense, en 2026. Si on devrait avoir des résultats en 2026, je pense. On devrait bien arriver en 2026. Ouais, les premiers résultats en 2026, fin 2026. Ok, on attend ça avec impatience du coup. Et vous parliez tout à l'heure de mode de prévention, etc. Peut-être qu'on peut dire deux mots avant de passer aux questions du public après sur qu'est-ce qu'on sait actuellement de la prévention de cette maladie, comment vivre avec, comment s'en prémunir. Oui, alors je vais juste dire un petit mot en complément, parce que quand même cette histoire de lumière, ça intrigue tout le monde, et nous, ça nous a intrigués aussi, et donc toujours dans cet esprit avec ce qu'avait trouvé le MIT, mais aussi dans d'autres équipes, nous on va essayer de tester cette histoire de lumière chez les patients atteints de maladie à Cordes-Lévy, mais alors de façon un peu différente, c'est-à-dire qu'on va
plutôt que de se dire on fait baigner la personne dans de la lumière, on va envoyer de la lumière directement au niveau du cerveau par du proche infrarouge avec une stimulation journalière. Et ça, c'est une belle étude pour laquelle on a obtenu un financement, parce que sans financement, il n'y a pas de recherche. Je crois que c'est important de le répéter. Et donc, on va pouvoir faire cette étude là sur 3 ans sur de la stimulation lumineuse du cerveau dans la maladie à corps de Lévy et voir si ça a un bénéfice chez nos patients, avec 2 éléments intéressants quand même. C'est probablement un intérêt pour les fonctions cognitives, mais aussi probablement un intérêt sur une petite structure à l'intérieur de chaque neurone qu'on appelle les mitochondries, et qui permettrait finalement de réactiver un peu la centrale énergétique, parce que c'est ça, hein, la mitochondrie, c'est un peu la centrale énergétique de nos neurones, et donc peut-être réactiver la centrale énergétique de ces neurones qui est un peu endommagée. Voilà. Alors après, la prévention, oui, évidemment. Hein. Je crois que chaque année, il y a un groupe d'experts au niveau mondial qui se réunit dans le cadre de ce qu'on appelle la commission du Lancet. Le Lancet, c'est une grande revue scientifique de nos amis anglais. Et ils se réunissent et ils s'interrogent comment est-ce qu'on pourrait bien prévenir ces maladies neurocognitives. Et ça, je crois que c'est un point qui tout à fait important. Et en fait, ce qu'ils ont montré, ils le montrent de mieux en mieux chaque année, là, pour la dernière édition, ils ont montré que si on faisait une très bonne prévention de ces maladies neurocognitives, on pourrait diminuer de 45% le nombre de patients. Alors 45%, c'est beaucoup, hein, on est quasiment à 50%. On pourrait diminuer la moitié des patients atteints de maladies neurocognitives. Et oui, mais c'est un vrai travail, et c'est un vrai travail collectif. Alors que je vous donne les grandes lignes, hein, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'il y a une dizaine de points, mais dans les points importants, ça je pense qu'on le fait assez bien en France, c'est augmenter le niveau socio-culturel de la population. Hein, c'est-à-dire que si dès l'enfance, on permet aux jeunes de se cultiver, d'aller certes à l'école primaire, d'aller au collège, au lycée, mais surtout d'aller à l'université, là c'est bien parce que c'est de la pub pour l'université, eh bien ça permet de diminuer de 7% déjà la maladie neurocognitive chez ces jeunes-là, mais ce sera évidemment 60 ans plus tard. Hein. Ça, c'est un point important. Puis après, au courant de la vie, vers la quarantaine, la cinquantaine, là, par exemple, un point qui me semble aussi important, toujours à 7%, diminuer de 7%, c'est s'occuper de son cholestérol. Les personnes qui ont trop de cholestérol, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, le LDL cholestérol, s'ils s'en occupent bien, on diminue aussi de 7%. Et c'est pas rien. Hein. Et puis, même quand on est à un âge plus avancé, c'est-à-dire après 60 ans, 70 ans, 80 ans, eh bien, même là, il y a moyen de prévenir. Et dans les points de prévention importants, c'est éviter l'isolement social. Et ça, c'est un fait de société. Hein, on sait que si il n'y a pas d'isolement social, on diminue de 5% le risque de ces maladies. Vous voyez, déjà avec 3 points, là, c'était 7, 14 et 5, 19, on est quasiment à 20%. Vous voyez que si on agissait déjà collectivement sur ça, on diminuerait de 20% les maladies neurocognitives. J'aimerais insister sur quelques autres points, et puis après j'en ai fini, c'est tous les facteurs de risque vasculaire. Hein. Alors, le tabagisme, il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. L'hypertension artérielle, c'est important de vérifier la tension et de bien la traiter. Mais aussi, point important, les troubles de l'audition. On a trop tendance à ne pas s'occuper de sa perte auditive. On sait que la perte auditive peut apparaître dès l'âge de la cinquantaine, la quarantaine même, et dire non, il n'y a pas de problème, j'entends suffisamment, il suffit que vous parliez plus fort. Non, en plus on a la chance, je crois que ça c'est important de le dire, on a la chance d'avoir maintenant un remboursement de l'appareillage auditif. Parfois il y a d'autres solutions que l'appareillage auditif. Donc c'est vraiment important de s'occuper de ces difficultés auditives. Parce qu'on le comprend bien, quand on entend moins bien, on communique moins bien et donc on participe moins bien et on s'isole. Mais il n'y a probablement pas que ça d'ailleurs. Il n'y a probablement pas que ça. Et c'est la même chose pour la vue. Si on a des problèmes de vue, on s'en occupe bien. Et c'est pas là où on fait des économies. Hein. Une bonne vue, une bonne audition, ça permet de prévenir aussi l'apparition de ces maladies neurocognitives. Donc vous voyez, 45%, c'est le terme, c'est l'élément à retenir. Si tout au long de la vie, on faisait une bonne prévention, on diminuerait de quasiment de moitié ces maladies. Je crois qu'on serait tous contents en fait. Oui, ça pourrait être pas mal. Hein. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes chez les rongeurs. Notre moyen en laboratoire de diminuer très fortement les troubles cognitifs liés aux pathologies ou de les retarder ou d'améliorer, c'est ce qu'on appelle l'environnement enrichi, qui est donc un style de vie actif sur le plan social. Alors intellectuel, c'est compliqué, mais et ils font du sport. On fait faire beaucoup de sport à nos souris.
Et donc, je vous encourage aussi à faire du sport. Et là, il y a une étude récente qui est sortie, alors je ne sais pas si elle est encore sortie, mais qu'on a vue il n'y a pas très longtemps, sur la méditation. Si vous pouvez faire de la méditation pleine conscience, je vous encourage, ça ne vous fera pas de mal. Donc, est-ce qu'on peut faire globalement ce raccourci que plus de stimulation cognitive et physique tout au long de la vie, ça aide largement à prévenir les maladies neurodégénératives? Oui, je crois que ça, on peut le dire clairement, tout en insistant quand même sur les facteurs de risque vasculaire, hein, tabac, hypertension, cholestérol, hein, il ne faut pas le négliger. Ok, merci. Alors là, je suis sûre qu'à ce stade, vous avez plein de questions. Donc, si vous avez une question, vous levez la main. Je vous envoie un micro. Il y a peut-être déjà une question tout en haut. Bah écoute, Léa, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de faire la première question. Très bien. En réalité, je pense que je vais peut-être faire l'écho de plusieurs personnes ici dans la salle qui se trouvent face à des connaissances, des proches, qui commencent à inquiéter par des pertes de mémoire. Alors autant on a dit que collectivement on pouvait faire de la prévention, que dans des âges moins avancé, on peut trouver des patients qui vont faire la démarche de venir vous consulter, qui vont donc subir les examens, les tests pour poser un diagnostic. Mais je pense qu'on est souvent confronté à des sujets, on va dire, plus âgés. Alors, vous avez donné une tranche d'âge tout à l'heure où on se situe. Et ces sujets-là, souvent, on se trouve face à eux dans une sorte de déni, d'une part. Et ensuite, on se trouve avec des signes qu'on n'a pas forcément facile à interpréter. C'est des pertes quotidiennes de papier, c'est des gestions de documents qui deviennent de plus en plus compliquées. La personne vous demande de l'aider, mais elle est incapable de vous expliquer exactement ce qu'il faut faire. C'est des répétitions de phrases sans cesse, des coups de fil sans arrêt pour dire la même chose, etc. Et du coup, nous, en tant que témoins de ça, je pense qu'on est plusieurs ici, on incite ces personnes à effectivement consulter, et consulter dans un premier temps son médecin traitant. Et là, le médecin traitant en question va répondre à la personne à une sorte de verdict qui, je pense, revient souvent. « Ah, mais c'est normal vu votre âge. » Donc, comment est-ce que chacun d'entre nous pourrait prendre recul par rapport à tout ça? Est-ce que les mécanismes du vieillissement de la mémoire, eh bien, ça existe vraiment et on peut faire la part des choses, mais nous, dans notre quotidien, comment est-ce qu'on peut discerner tout ça? Quels sont les pas qu'on peut franchir pour s'entraider, hein? Et c'est aussi un aspect autant collectif qu'individuel. Comment vous pouvez répondre à tout cela? Alors merci pour votre question, elle n'est pas si simple que ça, mais elle est importante et vous décrivez la réalité. Alors d'abord, j'aimerais aller contre ça, c'est-à-dire que ça n'est pas normal. Hein, ça n'est pas normal, pourquoi? Parce qu'en réalité, après 80 ans, c'est uniquement 20% de la population qui a une maladie neurocognitive. Ça veut dire 80% de la population n'a pas de maladie neurocognitive. Et donc quand le médecin traitant dit, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, hein, ce n'est pas forcément le médecin traitant, hein, dit oh non mais c'est normal, c'est l'âge, bah, en fait, vous l'avez déjà employé, on n'est pas dans la réalité, là on est dans le déni. Et ce n'est pas parce qu'on est médecin traitant qu'on n'est pas dans le déni. Hein. Et pourquoi le médecin traitant peut être dans le déni? Bah, parce qu'il en a plein des patients comme ça, et que lui-même a peur de ces maladies neurocognitives. Alors parfois il a peur de ces maladies neurocognitives parce qu'il ne sait pas comment faire, ou alors il a peur de ces maladies neurocognitives parce que au bout du compte, il a des cas dans sa propre famille et il préfère ne pas le voir. Donc attention, ça n'est pas parce qu'on est médecin qu'on n'est pas, comment dire, qu'on est épargné par le déni. Le déni, il est souvent collectif et effectivement, ce que vous avez décrit, des personnes qui n'arrivent plus à s'organiser, des patients qui oublient beaucoup, des personnes qui ont des difficultés dans le quotidien, ça n'est pas normal et ils peuvent être aidés. Et au-delà de la personne elle-même, l'entourage, et surtout l'entourage proche, peut être aidé. Et donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire le mieux, même si le médecin traitant ne le souhaite pas, ou ne le veut pas, ou n'ose pas, ou je ne sais pas pour quelle raison c'est un problème pour lui, et peu importe, il faut aller voir ce qu'on appelle les consultations mémoire. On a la chance en Alsace d'avoir plein de consultations mémoire. Il y a une dizaine de consultations mémoire sur l'ensemble du territoire de l'Alsace. Vous serez très bien accueillis. Les délais sont un peu longs, mais au bout du compte,
parce qu'il y a beaucoup de monde, mais au bout du compte, vous serez accueilli, vous aurez des réponses. Donc rendez-vous en consultation mémoire, que ce soit à Strasbourg, à Colmar, à Célestat, à Guenot, à Wissembourg, etc., ou même à Rouffach ou à Mulhouse. Il y a de quoi faire et il faut aller voir mes collègues qui soient les 3 spécialités qui s'occupent des patients qui ont des maladies neurocognitives, c'est gériatre, neurologue et psychiatre. Je le donne dans cet ordre parce que c'est plus souvent des gériatres, assez souvent des neurologues et parfois des psychiatres. Et ces collègues-là savent gérer. Certains collègues de médecine générale savent très bien gérer, d'autres ne savent pas du tout gérer. Donc il faut aller voir d'autres personnes, hein, c'est important. Juste à préciser qu'on ne peut pas dire « moi je vais aller à une consultation mémoire », il faut que ça passe par un médecin. C'est sur indication médicale. Alors, ça dépend des consultations. Vous avez raison, mais ça dépend des consultations mémoire. Notre consultation mémoire au CHU de Strasbourg, on accepte tout le monde. Voilà. Même si le médecin traitant ne souhaite pas, on verra les patients qui veulent venir nous voir. Et c'est le cas de beaucoup de consultations mémoire. C'est vrai qu'en général, on préfère qu'il y ait un petit mot du médecin traitant parce que c'est bien d'avoir quel traitement il a pris, quels sont les antécédents médicaux, etc. Mais si au bout du compte, le médecin traitant ne fait pas de mots, on verra quand même la personne. C'est important. Y a-t-il des questions? Il y en a une ici à ma droite. Alors, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que la maladie peut être héréditaire? Et la deuxième, c'est par rapport aux consultations mémoire. Si je fais une consultation mémoire, est-ce que le diagnostic sera confirmé ou il y a d'autres tests pour mieux confirmer mon diagnostic, ne pas confondre avec d'autres maladies qui se ressemblent un peu, j'en dirais. Alors, merci pour votre question. Excellente question là aussi. Sur la deuxième question, c'est-à-dire est-ce que le diagnostic va être confirmé tout de suite? Oui, parfois. C'est-à-dire que si on a, notamment si le médecin traitant a fait un peu de travail avant et qu'on a tous les éléments nécessaires et que nous, on fait notre partie à nous, en général, on peut déjà faire un diagnostic assez rapide. Maintenant, si rien n'a été fait en amont, on aura la nécessité de faire des examens complémentaires. Et dans les examens complémentaires, il y a souvent une IRM cérébrale, c'est ce que je vous disais, donc une imagerie du cerveau, parfois une ponction lombaire, mais c'est rare, mais surtout la clinique, c'est-à-dire évaluer les tests cognitifs, etc. Sur la première partie de votre question, oui, moi aussi j'ai un petit... quel était le... Si la maladie est héréditaire. Ah oui, alors sur le côté héréditaire. C'est un petit peu compliqué sur le côté héréditaire parce que les formes génétiques de maladie d'Alzheimer, donc vraiment héréditaires, sur 1 million de patients, ça représente en France à peu près 800 patients. Vous voyez, donc c'est très rare en fait la forme génétique de maladie d'Alzheimer. Dans la maladie à corps de Lévy, on peut dire que c'est quasiment aucun patient. Il y a peut-être 10 familles en France, mais ce n'est pas significatif. Par contre, est-ce que la génétique peut favoriser ou pas la maladie d'Alzheimer? Ça, oui, un peu. C'est-à-dire qu'en fonction des gènes qu'on a, on peut avoir finalement des gènes qui sont des facteurs de risque de la maladie. Alors, qu'est-ce que c'est un facteur de risque? Ça veut dire j'ai ce gène, j'ai un peu plus de risque d'avoir la maladie. Mais ça ne veut pas dire que je vais l'avoir forcément. Le principal facteur de risque de la maladie d'Alzheimer, c'est le gène qu'on appelle ApoE4. Si on a un seul gène ApoE4, on a un risque en gros multiplié par 2-3. Si on a 2 gènes ApoE4, on a en gros un risque à un peu plus de 10. Donc c'est quand même pas mal, hein. On est plus à risque si on a ces gènes. Pour la maladie à corps de Lévy, il y a un autre gène qui s'appelle la glucocérébrosidase ou GBA. Et là aussi, c'est un peu de cet ordre-là, un peu plus de risque avec, c'est-à-dire vers 2-3, si on a le gène anormal. Mais ce ne sont pas des maladies génétiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas prédéterminé pour ces maladies. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Ici à gauche, d'abord au bout. Jean-Yves. Ah bah non. Merci beaucoup, bonsoir. Merci pour votre intervention, c'était très intéressant. Et je voulais savoir si en milieu de vie, par exemple, moi je parle de mon cas, j'ai 43 ans, j'ai de plus en plus l'impression que ma mémoire ressemble à un entrepôt Amazon avec plusieurs étages, un truc labyrinthique, où des fois on me pose une question sur une période de vie dont je me souviens dans les faits,
mais pour accéder à plus de détails, ça vient plus comme ça du tac au tac. C'est comme s'il fallait un peu se replonger dans cette phase-là pour avoir des détails qui remontent. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est parce qu'on a plus de banques d'images et d'infos en stock avec l'âge et donc il faut plus de temps pour accéder aux infos? Ou est-ce que c'est déjà un signe que c'est plus aussi dynamique qu'avant? Alors, encore une fois, excellente question. Alors, je vais vous donner mon point de vue. Je ne peux pas vous dire si c'est le meilleur, mais je vais vous donner mon point de vue. En fait, là, vous nous parlez de quelque chose qu'on appelle la mémoire autobiographique. Alors, juste comme ça, je vois madame. La mémoire autobiographique, en fait, les souvenirs en mémoire autobiographique, ils sont excellents en gros, en fin de l'enfance, adolescence et adulte jeune, moins de 25 ans. Vous voyez, donc là, normalement, souvent, on a une capacité de se rappeler de ce qui s'est passé à ces moments-là. C'est un pic de mémoire autobiographique qu'on a à peu près toutes et tous. Il est vrai qu'après, cette mémoire autobiographique, elle est là, mais elle ne va pas être aussi forte, intéressante, etc. Et donc, ça demandera un plus grand effort. Et puis, finalement, il y a des choses qu'on ne retiendra pas. Ce n'est pas parce que le cerveau fonctionne moins bien, c'est que c'est comme ça. C'est-à-dire que sur la mémoire autobiographique, ça marche mieux dans cette période-là. Probablement parce que, voilà, on peut l'interpréter de plein de manières, mais probablement parce que c'est un moment particulier quand même, hein, l'enfance, l'adolescence et la période adulte jeune où plein de choses se transforment, on vit plein de choses, et probablement qu'il y a de ça. Et peut-être pour faire le lien avec les maladies, on a montré, nous et d'autres l'avaient montré aussi, que dans ces deux maladies, la maladie d'Alzheimer et la maladie à corps de Lévy, la mémoire autobiographique se modifie. C'est-à-dire qu'on a toujours de la mémoire autobiographique quand on a 80 ans, mais si on a une maladie d'Alzheimer ou si on a une maladie à corps de Lévy, elle est là encore de moins bonne qualité par rapport à ce qui est la norme pour les neuropsychologues ou les spécialistes de la cognition. Oui, vous avez évoqué le nombre de maladies, 1,5 million si j'ai retenu. Alors, ma question, c'est dans le temps. Est-ce qu'il y a 50 ans, il y en avait déjà autant? Est-ce qu'il y a une courbe qui monte, qui baisse? Est-ce que les nombres de maladies, elles sont mieux recensées et qu'avant, on était malade sans le savoir? Et est-ce qu'il y a une influence de la pollution, de l'alimentation, des perturbateurs endocriniens, enfin de tout ce mal-vivre qu'on est en train de se rendre compte sur ce genre de maladie? Encore une question passionnante. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, si vous voulez, ces maladies-là, dans les pays européens en particulier, par classe d'âge, c'est-à-dire les 70-80, les 80-90 et les 90-100 par exemple, c'est assez stable, voire même ça diminue un petit peu la proportion de malades. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prévention qu'on fait, parce qu'on peut se raconter plein de choses, on vit quand même très bien en Europe, hein. Je rappelle qu'on a augmenté le niveau socio-éducatif, on en parlait tout à l'heure, on a diminué les facteurs de risque vasculaire, hein. On soigne mieux le diabète maintenant qu'il y a 50 ans, l'hypertension est bien prise en charge, le cholestérol aussi, etc. On fume moins, etc., etc. Donc en réalité, c'est plus, si vous voulez, le vieillissement de la population qui se fait de plus en plus, c'est-à-dire on vit de plus en plus longtemps et de mieux en mieux, mais il y a un moment donné, le cerveau, à cause probablement des facteurs de risque accumulés avec le temps et à cause du vieillissement, eh bien à un moment donné, les maladies se développent quand même. Mais par classe d'âge, on a une stabilité, c'est-à-dire qu'au bout du compte, si on mourait plus vite, comme on le faisait il y a 50 ans, eh bien, il y aurait moins de patients, moins de personnes. Voyez, donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est les autres facteurs de risque, parce que je vous ai parlé de comment prévenir tout à l'heure, mais vous avez raison, les aspects de pollution sont importants. Récemment, par exemple, dans la maladie à corps de Lévy, il a été montré que la pollution atmosphérique par le black carbone, donc le black carbone, c'est les usines, c'est la voiture thermique, eh bien, si on habite près d'un endroit où il y a beaucoup de voitures, par exemple, et que ce black carbone est très présent, eh bien, on augmente le risque de maladie à corps de Lévy. Il y a eu un complément avec des modèles animaux où ils ont montré que quand on faisait respirer ce black carbone, donc ces nanoparticules qu'on appelle les PM2,5, ça augmentait le risque de faire une maladie à corps de Lévy, mais ça, en même temps, la souris faisait plus facilement une maladie à corps de Lévy quand elle y était un peu prédisposée génétiquement. Vous voyez que donc la pollution est un élément important. L'autre élément, l'alimentation, bien sûr.
l'alimentation, une alimentation de qualité, alors par exemple de type méditerranéenne, avec des aliments riches en oméga 3, en oméga 6, des fruits et des légumes, etc., etc., ça entraînait une baisse potentielle de ces maladies neurocognitives. Donc tout compte pour les maladies neurocognitives. Oui, bonsoir. Je commence juste je suis là. Je commence juste en disant que ça a l'air très chouette ce que fait la personne qui fait l'illustration, mais moi, ça me perturbe beaucoup dans l'écoute des réponses aux questions. Voilà, juste... Très bien, on va le masquer. Alors, on fera un point dessin mais tout de ça a suite l'air après super les chouette. questions. C'est juste, voilà, ça fait des stimuli visuels. Non, je vais peut-être poser une question un peu bête, mais je me demandais s'il y avait des liens entre ces types de maladies neurocognitives et la dépression, puisqu'on entend que la dépression affecte beaucoup la mémoire, et donc je me demandais si à long terme il y avait un lien, que ce soit entre guillemets chimiquement dans le cerveau ou en termes d'envie, de stimuli, etc. Ben là, encore une super question. Merci pour toutes vos questions. Moi, je suis épaté. Alors, la dépression, évidemment. La dépression, c'est d'abord un facteur de risque là aussi. C'est-à-dire que ce soit pour la maladie d'Alzheimer ou la maladie à corps de Lévy, une dépression qui ne va pas être traitée, ça va être un élément qui augmente le risque de ces maladies neurocognitives. Donc le message, c'est de bien traiter quand on a une dépression. On peut tous faire une dépression. Je rappelle que vie entière, la proportion de dépression en France, c'est 20% de la population. Donc il faut vraiment traiter la dépression. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui me semble tout à fait important, la dépression, on la voit... très fréquemment dans la maladie à corps de Lévy. On a démontré récemment dans une étude menée par Manon Kerry, qui est thésarde dans notre équipe, que 57% des patients atteints de maladie à corps de Lévy avaient des antécédents de dépression, ce qui est énorme parce que c'est quasiment 3 fois le taux vie entière de la population française, et qu'au moment où on voyait pour la première fois les patients atteints de maladie à corps de Lévy, un tiers d'entre eux avaient une dépression active. Donc finalement, on est en train de se dire que la dépression, c'est en réalité aussi un symptôme de la maladie à corps de Lévy. On pense que c'est d'autant plus un symptôme que quand on a regardé les bases neuronales de cette dépression, c'est-à-dire quand on a corrélé l'existence d'une dépression avec l'IRM de nos patients, on s'est rendu compte qu'il y avait une zone du cerveau qui était moins bien fonctionnelle ou un petit peu diminuée de volume, qui étaient les régions frontales droites. Et c'est une zone clé que les psychiatres connaissent bien et qui favorise l'émergence de la dépression. Et c'est d'ailleurs une zone qu'on peut stimuler pour diminuer la dépression. Donc vous voyez, il y a des liens très forts entre dépression et ces maladies neurocognitives, mais surtout entre maladie à corps de Lévy et dépression. Il y avait encore une question en bas et ensuite on aura encore le temps pour 2 questions. Donc une en haut et une au milieu là. Voilà. Merci. J'aurais une question peut-être un peu plus méthodologique par rapport à la dynamique du cerveau quand on la convertit en mélodie. Comment ça se fait exactement? Est-ce que c'est une conversion des messages électriques dans le cerveau? Alors non, c'est une très bonne question. Non, en fait, on a fait un truc beaucoup plus simple. On a juste associé chaque carte. Donc en fait, quand on fait un EEG, ce qu'on voit, c'est des cartes d'activation du cerveau et on met plein d'électrodes à la surface, donc sur le scalp, sur le crâne. Et en fait, on peut suivre l'activité cérébrale, globalement, pour chaque électrode. Et après, on a juste regardé ces cartes-là. Et en fait, ce qui a été montré, en tout cas chez l'homme chez beaucoup de sujets sains, c'est qu'on arrive à expliquer une grande partie de l'activité cérébrale par 4 motifs qui se répètent en fait. Alors ils ne se répètent pas parfaitement, mais ils se répètent de manière très proche. Et donc en faisant des analyses mathématiques, on est arrivé à dire que ces 4 motifs-là se répètent. Et ce qu'on sait par exemple, c'est qu'il y a des études chez des patients Alzheimer qui montrent que la dynamique est un peu altérée. Dans la dépression aussi, c'est un peu altéré. Dans la schizophrénie, c'est un peu altéré. Il y a plein d'études qui montrent que ce fonctionne. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est très bête. C'est que du coup, on a sorti ces 4 clusters-là, donc A, B, C, D, et on a juste associé une note à ces clusters. Et en fait, vu qu'ils se répètent au cours du temps, de manière non aléatoire, compliquée, mais pas aléatoire. Donc en fait, on est typiquement dans ce que fait Démian, qui est donc physicien de formation, c'est de la physique des systèmes complexes. C'est entre l'ordre, donc c'est pas complètement rigide, mais c'est pas complètement désordonné. C'est entre les deux. Et c'est hyper compliqué d'arriver à saisir ça. Et donc on s'était dit que la musique, c'était un bon moyen pour essayer de faire passer cette idée de rythme, de complexité, de dynamique. Mais en fait, c'est juste on a associé une carte à une musique, tout bêtement.
Tout d'abord, un grand merci pour les beaux dessins qui sont très pertinents et on les regarde ou on ne les regarde pas. Mais moi, ça m'aide beaucoup à retenir le contenu de la conférence. Puis, autre chose, vous vous êtes félicité, et c'est vrai qu'en France, il y a un très bon système quand même éducatif. Mais je me demande, c'est la question éternelle maintenant avec les écrans, avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça va donner point de vue stimulation intellectuelle, vraiment utilisation de toutes ces fonctions cognitives. Vous n'avez pas encore le recul, mais est-ce que vous avez une projection que vous pourriez faire, ce que pourrait ça avoir comme effet après pour la mémoire aussi et les maladies. Je vais d'abord répondre et puis après je te... Oui, alors je vous laisse répondre, mais peut-être vous pouvez passer le micro juste 2 rangées devant, comme ça. Ah. Ouais. Il y avait une concurrence, il y avait monsieur là avant, monsieur, non, je sais pas. On a encore le temps si pour c'est les des deux. questions courtes, on prend les 2. Ok, alors je vais essayer de répondre de façon courte. En fait, on ne sait pas vraiment. Maintenant, moi, je vais vous donner mon sentiment. Sur les écrans, il y a des petites données quand même, hein, et on sait quand même que la consommation d'écran diminue un petit peu les capacités cognitives. Après, en fonction de ce qu'on regarde du point de vue cognitif, par exemple, certains jeux vont augmenter spécifiquement l'attention un tel ou l'attention truc, le type d'attention, mais globalement, la consommation d'écran trop importante n'est pas bonne pour le cerveau. Ça, je crois que c'est un élément qui est tout à fait important. Et derrière, il y a aussi la question de la dépendance aux écrans. Enfin, bon, il y a plusieurs questions simultanées, mais je vais pas y répondre là d'un coup. Sur l'intelligence artificielle, évidemment, on n'a pas de recul. Moi, mon sentiment, c'est que d'abord, l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence. Et ça, il faut le rappeler. C'est un langage. Hein, et on sait que, un peu comme dans la maladie à corps de Lévy, quel que soit, et je ne vais pas les citer, mais je vais citer le français, par exemple, Mistral, mais comme les autres, Mistral.ai, va avoir des hallucinations. C'est-à-dire qu'il va pouvoir donner des réponses qui n'en sont pas, parce qu'en fait, finalement, on est dans un langage, et donc la suite logique, c'est ça, mais ce n'était pas la question. Donc, attention. Après, sans doute que ça va peut-être s'améliorer, mais le risque que moi j'entrevois, c'est qu'on fasse trop confiance à l'outil. C'est-à-dire qu'on remplace l'outil par notre propre réflexion. Et donc, oui, il y a un risque, mais ça va dépendre comment, collectivement, on va utiliser ces soi-disant intelligences. Je veux juste compléter un tout petit peu. Je suis tout à fait d'accord. Le truc, c'est que ça reste que des outils, en fait. Je me rappelle qu'il y a une vingtaine d'années, 30 ans, on a dit la même chose quand Wikipédia est sorti. En fait, il y a Wikipédia, les étudiants vont plus réfléchir, ils vont aller taper sur Internet, ils vont trouver la réponse. En fait, si on arrive à comprendre que ce sont que en tout cas pour l'IA, que c'est qu'un outil qui peut être génial, mais que c'est un outil parmi d'autres, je pense que ça pourrait aller. Donc c'est plus une question d'éducation que d'utilisation en soi. Et je pense qu'il y a une grosse partie d'éducation à ces nouveaux outils qui va être extrêmement importante. Et pareil pour les écrans, je te rejoins aussi, mais il y a aussi un truc, c'est que ça crée de l'isolement social, en fait. Sous couvert d'avoir des amis online, on est tout seul. Et moi, je pense que l'un des gros problèmes des écrans aussi, en partie, c'est cet isolement social dont tu parlais, Frédéric, tout à l'heure, qui en fait est un facteur de risque majeur pour le développement de tous ces types de pathologies, dépression en particulier aussi. Donc, il va falloir apprendre à vivre avec ça. Rapidement, une question de définition. Dans le temps, on parlait de sénilité il y a 80 ans, 100 ans. On ne parlait pas de maladie corps de Lévy. On parlait peut-être un petit peu d'autres maladies, Alzheimer par exemple. Mais la sénilité dont on parlait dans le temps et les maladies aujourd'hui qu'on connaît, est-ce qu'il y a une relation? C'est la même chose ou pas? Oui, très bonne question. En fait, c'est la même chose. On parlait avant de sénilité, mais parce qu'on ne savait pas trop ce que c'était. Et puis, c'était plus facile de dire, bon, bah, il est âgé, donc c'est le problème. Et on est un peu resté là-dessus, ce qui permet de rester dans le déni. Mais au bout du compte, la sénilité,
ce qu'on appelait même parfois la démence sénile, c'est en fait la maladie d'Alzheimer d'aujourd'hui ou la maladie à corps de Lévy d'aujourd'hui ou d'autres maladies comme la maladie frontotemporale, etc. Donc en réalité, maintenant, on a réussi à mieux explorer et on sait maintenant à quoi ça correspond. Juste quand même, la maladie d'Alzheimer, première prise de conscience un peu collective, les années 80, vous voyez, c'était il n'y a pas longtemps, hein. Même s'il y a eu des descriptions dès le début du XXe siècle. Maladie à corps de Lévy, première description, les années 90. Donc vous voyez, il a fallu du temps et parfois c'est aussi les médecins eux-mêmes, hein, qui sont un peu réticents. Merci. On prend une dernière question au milieu, là, monsieur. Désolée, ce sera la dernière question. Vous pourrez poser les questions aux intervenants à la fin, si vous voulez. Oui, merci. C'est une question personnelle que j'espère peut-être partagée par d'autres. Ça concerne ma mère qui a 93 ans et qui est installée dans la maladie d'Alzheimer. Et c'est un bec sucré. Et pour avoir lu de la littérature, que la maladie d'Alzheimer est aussi qualifiée de diabète de type 3. Et comme elle aime bien la nourriture sucrée, je me demandais s'il fallait faire attention à sa tendance à abuser de glace, par exemple. Alors, aujourd'hui, alors qu'elle a une maladie d'Alzheimer, il n'y a aucun argument pour l'empêcher de manger des glaces ou du chocolat. Vous voyez. Donc, laissez-la manger tranquillement, laissez-la vivre. Alors, sur la question du diabète de type 3, oui, vous avez raison, c'est une idée qui a été émise. On en est quand même à tester des médicaments antidiabétiques pour voir si ça aide dans la maladie d'Alzheimer. Là, très récemment, il y a un médicament qui s'appelle le semaglutide, qui est un très bon antidiabétique et qui en même temps fait maigrir. Il a été testé dans la maladie d'Alzheimer, c'est les laboratoires Novo Nordisk, donc les collègues de Copenhague au Danemark. Et en fait, l'étude est négative. Donc ça, c'était la première étude importante avec un antidiabétique et ça ne marche pas dans la maladie d'Alzheimer. Alors ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas avec d'autres, hein, mais celui-là ne fonctionne pas dans la maladie d'Alzheimer. Peut-être qu'un jour, on réfléchira à commencer très tôt et que peut-être dans un sous-type de maladie d'Alzheimer, parce que je pense qu'il y a plusieurs sous-types de maladie d'Alzheimer en réalité, ça pourrait marcher. Mais aujourd'hui, pour elle, laissez-la manger. Et le point important, là je prends ma casquette de gériatre, il ne faut pas qu'elle maigrisse, voyez. Donc si elle a envie de sucre, laissez-la prendre son sucre. Alors on va arrêter les questions et on va juste faire un petit point dessin puisque pendant toute cette rencontre il y a Amina qui a travaillé pour vous montrer des visuels qui résument un peu et qui synthétisent ce qu'elle a retenu de la rencontre. Donc vous pourrez retrouver ces dessins sur le site du Jardin des Sciences si vous voulez les revoir. Vous pourrez réécouter aussi l'émission. Oui, il y a une petite coquille que l'on corrigera, effectivement. Et voilà la diapo de Romain, avec les petites souris. Donc je vous encourage à retourner les voir et puis à partager la rencontre aussi autour de vous après coup si ça vous a plu. Je vais vous reposer une dernière question. Donc si vous voulez que les gens sortent de cette salle et ne retiennent qu'une chose de la rencontre de ce soir, ce serait quoi ? Allez, moi je pense qu'il y a une chose à retenir, c'est la prévention. Vous voyez, pour l'instant on n'y est pas, on peut pas guérir ces maladies. Donc faites pour vous et pour vos proches l'effort de la prévention, parce qu'en plus la prévention dont je vous ai parlé, ça marche pas uniquement sur la maladie d'Alzheimer ou la maladie à corps de Lévy, ça marche pour plein d'autres choses. Et c'est quand même mieux d'être en bonne santé toute sa vie. Je crois que personne d'entre vous n'a envie d'être malade. Donc pensez-y, quand vous aurez 80 ans, vous vous remercierez. Et pareil. Et on travaille. Enfin voilà, on bosse en fait. On essaye de faire avancer les choses. La recherche avance, on ne cherche pas que des financements. C'est ça ton dernier mot? Ah bah non, bien sûr. Mais on en a besoin. Très bien, merci beaucoup. Donc on arrive à la fin de cette rencontre. C'est la dernière de l'année 2025, donc la prochaine sera en 2026. J'espère que vous reviendrez. Des remerciements à toute l'équipe du Jardin des Sciences, Margot, Jean-Yves, les petites mains du Planétarium. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort pour cette rencontre. Merci à nos intervenants de ce soir. Merci à vous, public, de participer toujours à ces rencontres. Et si vous voulez projeter la date de la prochaine rencontre, ce sera en janvier. Margot, est-ce que tu peux nous rappeler la date? Mais le ciel va-t-il nous tomber sur la tête pour la prochaine rencontre le 22? Donc merci à toutes et à tous.